Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Salut à tous, salut la Celtics Nation, salut les gens qui sont en finale NBA. Oui, vous ne rêvez pas, on est en finale et ça c'est assez incroyable. Donc, on se rejoint sur le trèfle pour parler de la preview contre les Golden State Warriors. Pour ce faire, j'ai l'élite de l'élite, le Big 3 à ma disposition, même le Big 2. Hugo et Elias sont là. Les gars, comment ça va ? Écoute, ça va, hein, fier de faire partie de ce one-two punch de une et surtout très fier d'être supporter des Celtics et d'être en finale NBA, comme tu l'as dit. Ça fait encore, on a encore du mal à réaliser. Pour ma part, j'ai du mal à réaliser. J'attends de nous voir sur le terrain avec le logo des finals, pour vraiment réaliser, je pense, parce que là, c'est encore j'ai l'impression un rêve éveillé qu'on est en train de vivre. Pareillement, Elias, quel feeling pour toi ? Salut. Écoute, super soulagé, on va dire, parce que c'était un peu long sur la fin de la série contre le Heat. Un peu de stress quand même. Une fin de match assez horrible, Game 7. Donc très soulagé et puis très hâte de lancer cette série contre les Warriors. Un peu d'appréhension, un peu de questionnement, mais quand même dans l'ensemble ultra content d'y être, quoi. C'est quand même, on est une des deux équipes à y être, et c'est pas rien. Exactement. On va y aller, on rentre directement dans le vif du sujet. On va parler donc de l'adversaire futur. On les connaît, ils sont habitués à ce genre d'événements. Sur ces dernières années, on les a vus souvent gagner aussi. Malheureusement, contre eux, si je dis pas de bêtises, en saison régulière, ça fait un partout, avec des effectifs un petit peu étonnants. Quand on regarde les box scores, donc qui ne veulent pas forcément dire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut dire de leur série de playoffs ? Alors, je rappelle, ils ont battu au premier tour, ils ont battu Denver 4-1, ils ont battu Memphis au deuxième tour 4-2, et ils viennent de battre Dallas 4-1. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces Warriors version playoff ? Ils sont rentrés très fort dans leur playoff contre les Nuggets. Ils ont été très très efficaces, très très impressionnants. Pour le coup, ils étaient peut-être la meilleure équipe du premier round, peut-être à part nous, mais je sais pas. Mais ils ont vraiment fait une très bonne série. Ils sont en revanche rentrés dans la série contre Memphis avec un peu plus de problèmes, on va dire. La défense des Grizzlies leur ont posé quelques soucis qu'ils n'ont pas su forcément tout de suite régler dans les matchs, j'ai envie de dire. Mais par contre, ils ont confirmé contre les Mavericks qu'ils étaient capables d'être très 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 bons et d'être une équipe offensive absolument destructive et punir. Ils ont réussi à punir les Mavericks qui se basaient un peu trop sur leur réussite à 3 points. Et ils ont été quand même relativement impressionnants sur surtout leurs deux séries contre les Nuggets et les Mavericks. Est-ce que, Hugo, on a le retour des terribles Warriors ? Honnêtement, je saurais même pas le dire parce que j'ai trouvé, oui d'accord, ils ont été impressionnants contre Denver, c'est vrai pour le coup. Ils ont été, moi personnellement, j'ai trouvé plutôt décevants contre Memphis, surtout sur quelques matchs, pardon. J'ai eu l'impression en fait qu'ils passaient vraiment à côté de certaines rencontres. Et par contre contre Dallas, oui, ils font une bonne série. Après, j'ai pas vraiment compris tout ce qu'a pu faire Dallas dans la série, comme Elias l'a dit, à trop se reposer sur la face extérieure notamment, mais c'est sûr qu'on a des bons Warriors, ça il faut le reconnaître, parce que déjà en saison régulière, faire la saison régulière qu'ils ont fait avec l'effectif qu'ils avaient, parce que là on voit leur bilan, ils finissent troisième je crois à l'ouest, pardon. Mais Green est blessé 2 mois, pardon. Curry, pareil, est blessé sur la fin de saison.
Et Thompson revient après 50 matchs, après une cinquantaine de matchs, quoi, grosso modo. Donc, oui, il faut quand même une très grosse saison. Collectivement, c'est fort. C'est Golden State qu'on connaît. Donc, est-ce qu'on a le retour de la machine Golden State? Je sais pas. On verra sur cette série-là. Mais en tout cas, on a un très bon Golden State et un sacré morceau à affronter en finale. Alors, sacré morceau à affronter, d'autant plus que, contrairement à Boston, eux, ils arrivent quasiment, si je dis pas de bêtises, il y a juste l'interrogation pour Peyton s'il jouera ou s'il jouera pas. Sinon, tout le reste, enfin, sur ce que j'ai vu et lu, tout le monde semble disponible. Est-ce que ça, c'est un facteur qui joue beaucoup en leur faveur ou pas? Je pense que ça va être un des plus gros facteurs. Ça va être Marcus Smart et surtout Rob Williams s'ils sont en pleine santé. Je pense que ça va jouer un gros rôle. Et pour l'instant, on n'a pas trop moyen de le savoir. Ils ont l'air de dire, Ime Udoka a fait une conférence aujourd'hui, il avait l'air de dire que les deux allaient bien et que les repos allaient forcément beaucoup les aider. Mais il faudra voir dans les matchs, hein, parce que je pense que les deux, et surtout Rob Williams, peuvent avoir un impact assez énorme sur leur série. Et du côté des Warriors, je pense que l'ajout de Gary Payton qu'ils avaient perdu dans la série contre les Grizzlies, va être assez crucial. On a vu que Tatum et Brown étaient pas mal dérangés par des petits joueurs assez rapides comme les Gabe Vincent, comme les Martin, comme les mecs comme ça, les mêmes Jrue, hein, forcément. Ils avaient été pas mal dérangés pendant les séries précédentes et je pense que c'est le profil je pense que c'est un des meilleurs gardes défensifs de la ligue. Donc ça va être s'il joue bien en bonne santé, ça va être assez gros pour les Warriors. Ouais, là aussi, tu vois un swing factor, Hugo? Elias l'a un peu évoqué, mais plus que Marcus Smart, parce que là, on a vu la conférence de presse d'Udoka qui était, bon, on va le dire, quelques heures avant l'enregistrement, mais Marcus Smart, normalement, ça devrait aller. Bon, il y a encore il a encore quelques douleurs à la cheville, mais globalement, ça va et ça devrait encore aller mieux au fur et à mesure de la série. Mais Rob Williams, c'est sûr que oui, pour moi, c'est le gros facteur de cette série parce qu'on l'a vu notamment dans le match 7 contre le Heat. C'était très compliqué. Bon, il joue que 14 minutes, mais même sur ces 14 minutes-là, j'ai eu l'impression que c'est limite s'il pouvait encore sauter, quoi. C'était vraiment dur à voir. Et en fait, oui, dans cette série-là, il sera tellement utile parce que on le sait, Golden State, d'accord, ils sont réputés pour leur shoot extérieur, mais c'est surtout une équipe qui a énormément de mouvements sans ballon et qui crée énormément de lay-up. On l'a vu, je crois que c'est dans le match 1 contre Dallas justement, où honnêtement c'est un clinique de basket sans ballon. Il crée énormément de tirs faciles. Et ça, c'est aussi parce que Dallas n'avait pas notamment de rim protector élite. C'est un peu une critique qu'on fait envers Dallas depuis longtemps, mais on a vu que face aux Warriors, on pouvait pas les battre sans une rim protection de qualité. Et heureusement, Boston en a eu une cette année avec Rob Williams. Donc c'est sûr que s'il n'est pas en forme, ça va être très très compliqué. Et pour répondre pour revenir là-dessus, j'ai regardé, même si tu l'as évoqué, c'était pas forcément les mêmes effectifs. Le deuxième match de cette saison régulière contre les Warriors, c'est au mois de mars. De leur côté, il y a Curry qui se blesse dans le deuxième quart et Green est absent. Donc voilà, c'est pas. Donc on leur met plus. On gagne quasiment de 30 points sur le match. Mais ce que je retiens surtout, c'est que Rob Williams fait un chantier énorme. Et il y a un highlight qui est sorti de ce match, c'est le contre énorme sur Jordan Poole, pardon. Mais oui, si on veut gagner, il faudra un bon Rob Williams. Honnêtement, je vois pas un monde dans lequel on gagne sans un Rob Williams énorme dans la protection de cercle. C'est trop important face au jeu collectif et au mouvement incessant des Warriors. D'ailleurs, pour revenir sur ça, c'est peut-être aussi pour ça que ça a été beaucoup plus compliqué pour les Warriors face à Memphis, avec notamment Jaren Jackson Jr. qui avait fait aussi quand même des gros playoffs, surtout défensivement. Vous l'avez apporté au contre. De toute façon, c'est un des meilleurs contreurs de cette année. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui les gêne
de façon assez conséquente. À quoi vous attendez comme type de série? Est-ce que c'est vraiment un petit peu comme on l'entend, comme la presse le présente, une opposition de style entre d'un côté le basket rugueux de l'Est, défensif, etc., et de l'autre côté, le côté Ouest chatoyant, ça tire de partout, etc. Est-ce que c'est aussi caricatural que ça ou pas? C'est pas aussi caricatural que ça, je dirais. Je pense qu'on a clairement une meilleure défense et une meilleure, enfin pas forcément meilleure défense, enfin si, mais on a surtout un meilleur collectif défensif, des meilleures individualités. C'est-à-dire que de 1 à 7, on a des défenseurs excellents. Je pense que ils ont le meilleur défenseur. Je me permets de dire que Draymond Green est le meilleur défenseur de la série. Mhm. Je pense qu'ils ont des gars très capables. Même ceux qui ont eu un peu de problème, je pense à Steph Curry, il a fait des playoffs absolument remarquables en défense. Vraiment, il a tout donné. Franchement, chapeau à lui parce que c'est pas facile avec sa taille et tout ça d'être efficace et il a réussi à défendre d'une manière excellente. Donc je pense que c'est pas non plus une opposition de style. On a deux équipes défensives. Les deux équipes défendent très bien, ont les mêmes types de faiblesses, beaucoup de turnovers, du côté des Celtics, une attaque en demi-terrain pas forcément très efficace, mais quand on regarde les stats, l'offensive rating en 2022 est quand même assez relativement excellent pour les Celtics, donc ça dépendra de ce que proposeront les Warriors en défense. Et je pense que ça, c'est clairement pas une opposition de style. On tire beaucoup de 3 points, les Celtics, les Warriors aussi. On va avoir une série qui tourne beaucoup, je pense, autour de est-ce qu'on a réussi à limiter le mouvement off-ball. Je pense qu'on va pas réussir à limiter, mais comment on va réussir à y répondre. Et là-dessus, je pense que on peut apporter des choses intéressantes, des réponses intéressantes. Et comment dire, et on peut les déranger et réussir à rendre la série très physique, là où ils en ont pas eu forcément, et là où la série la plus physique qu'ils ont joué contre les Grizzlies, ils ont eu des problèmes. Donc je pense que ça peut être quand même intéressant d'apporter un aspect très physique. Hugo, est-ce que pour toi ça va aller dans ce sens? Est-ce que effectivement, finalement, on n'est pas l'équipe qui ressemble aussi le plus parmi ceux qu'ils ont affrontés à Memphis? Je sais pas si on est une des équipes qui ressemble le plus à Memphis, mais c'est sûr qu'en tout cas, comme Elias le dit, dans la physicalité, on est probablement une des équipes qui, qui en met le plus, dans chaque rencontre. Et justement, je pense que si on regarde les match-up, on a peut-être ce qui se fait de mieux ou ce qui se ferait de mieux théoriquement, si je puis dire, pour embêter cette équipe des Warriors avec des extérieurs qui ont l'habitude d'avoir beaucoup de recours au switch, ce qui va être la clé de la série parce que Golden State, comme on l'a dit précédemment, c'est une équipe qui utilise quasiment que des systèmes avec des mouvements off-ball. Donc clairement, ça va être la clé de la série. Il va falloir contenir ça. Et d'ailleurs, ça va être une grosse adaptation parce qu'on n'a pas encore. On y reviendra sur les clés de la série. Ouais. Je vais pas développer alors du coup. Mais non, mais sinon, en termes de physicalité, c'est sûr que je pense qu'on a de quoi répondre. Et oui, Memphis les a gênés là-dessus. On a vu justement que Dallas était un peu moins là-dedans. Et ça leur a fait du tort, c'est sûr que sur la série. Donc oui, si on veut les battre, de toute façon, il va falloir les bousculer. Et on battra pas Golden State en étant propre. De toute façon, on gagnera pas Golden State en jouant un basket propre, en mettant 130 points par match. Ça, c'est pas possible. Il faut leur rentrer dedans. J'ai le souvenir d'un match il y a quelques années. On les bat là-bas. C'est encore l'époque Isaiah Thomas, Avery Bradley, tout ça, mais où Avery Bradley fait une conférence de presse après la victoire en disant j'ai pris Marcus Smart dans le vestiaire, je lui ai dit ce soir on part à la guerre à deux et on les avait battus comme ça en mettant une grosse pression sur le bac courte. Donc si on veut les battre, c'est pareil, c'est avec de la pression incessante et c'est en étant sale. Alors, on va passer maintenant on va surveiller un petit peu. On a évoqué les match-up. Quelle est pour vous la match-up que vous allez surveiller, celle qui peut faire basculer la série, et pourquoi Smart Curry? Ouais, c'est un peu dur de trouver une autre réponse. Si on peut dire Wiggins, Tatum, même si je pense que c'est un peu plus compliqué que juste dire Wiggins, Tatum, parce que je suis pas sûr que Wiggins défende à 100% sur Tatum en permanence.
Mais clairement, là, le match-up défensif le plus important pour nous, ça va être est-ce que Smart réussit à courir autour de Curry, à le pourchasser autour des screens et tout ça. S'il y arrive, bon, on est bien, quoi. Et s'il n'y arrive pas, bah, ça va être compliqué parce qu'il il est vraiment intenable. Je pense qu'on a la chance d'avoir Smart et surtout d'avoir Derrick White en plus là-dedans, qui a été absolument excellent contre le Heat, mais absolument mais remarquable. J'ai vu des highlights de 3 ou 4 minutes où il court après Max Strus et Duncan Robinson, et je pense que l'avoir en sortie de banque, il peut apporter ça. Donc, en fait, courir après Curry et Poole, hein, parce que Poole fait la même chose sur toutes leurs minutes de jeu, je pense que ça va être le match-up entre guillemets à surveiller et important pour nous. Hugo, tu restes sur ça ou tu te focalises plus sur un match-up intérieur? Non, je pense que la clé de la série, c'est ça, c'est de courir après les shooters de Golden State et essayer au maximum, en tout cas, de les déranger, même si on sait que même quand ils sont dérangés, ça reste des artilleurs de grand talent. Mais sinon, une autre match-up peut-être, bon, peut-être ouais, niveau intérieur, voir l'utilisation aussi de Draymond Green, parce que justement, on l'a pas vu cette saison, en tout cas sur le deuxième match, parce que j'ai pas osé me réinfliger le premier match parce que j'avais pas envie de voir Dennis Schroeder, Josh Richardson, pas vous mentir. Mais sur le deuxième match, Green était absent, donc c'était beaucoup de Wiggins sur Tatum, tout ça, et Tatum fait un très gros match. Donc j'ai hâte de voir comment Green va s'insérer dans cette équation-là. Je pense que il aura beaucoup de match-up face à Tatum. Donc on va voir comment on pourra s'en servir. Mais en tout cas, j'ai très hâte. J'ai surtout hâte de voir les match-up sur l'extérieur parce que on l'a vu dans ces playoffs quand Golden State quand le jeu sans ballon de Golden State est efficient, c'est vraiment très très dur de les battre et je pense qu'on a vraiment les clés pour les, je vais pas dire les contenir, mais au moins pour les gêner un peu. Elias parlait de Derrick White, mais oui, c'est aussi un des joueurs. Je pense que limite on a trade pour lui pour ça, hein. Pas pour spécialement jouer les Warriors, mais pour apporter à cet effectif cette capacité à jouer, enfin à courir dans les écrans, etc. C'est vraiment sa qualité première, je dirais. Et oui, c'est sûr qu'il va avoir un impact plus, je pense, sur cette série. Oui, parce que en plus, on n'arrête pas de répéter qu'on a une équipe qui est très capable de tout switch, tout ça. On a quand même vu que Jason Tatum et Jaylen Brown, ils ont beau être excellents défensivement, ils sont peut-être un peu trop grands et trop musclés pour passer à travers des screens. Ils ont un peu de mal à faire ça. Donc, je les vois mal pourchasser des Curry, des Poole, des Thompson, tous des matchs. Donc, je pense que c'est là où Marcus Smart et Derrick White vont être absolument cruciaux parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre nos deux meilleurs joueurs offensifs dans ces conditions-là, quoi. Maintenant, je vais vous proposer de vous incruster dans le cerveau de Ime Udoka. Qu'est-ce que, à sa place, vous essayeriez de mettre en place pour pouvoir contenir, entre guillemets, ou même battre ces Warriors? Sur quoi vous appuierez dans le jeu pour essayer de les déstabiliser un maximum, défensivement et offensivement, bien sûr. Je pense qu'il va falloir trouver les tirs qu'on veut leur laisser. C'est toujours un peu ça, hein, l'équation tactique en défense. C'est on peut pas tout limiter, c'est presque impossible. Exactement. Je pense qu'il va falloir à la fois limiter leur drive parce que c'est une équipe très efficace et très très bonne à la passe. Donc s'ils commencent à pouvoir rentrer dans la peinture et après passer pour rentrer les 3 points ouverts, ça va être très compliqué. Donc je pense qu'il va falloir les forcer à tirer des mid-range. Malheureusement, il faut quand même choisir le poison et je pense que ils sont une équipe assez relativement bonne là-dedans, mais ils ont aussi des joueurs qui peuvent être un peu capables de prendre des tirs pas si bons que ça. On pense à Klay Thompson, on pense à Jordan Poole aussi qui peuvent avoir tendance à prendre des tirs pas super à haut pourcentage, on va dire. Donc, je pense que si on réussit à les amener à prendre des tirs des longs mid-range, je pense que ça peut être une des clés parce que on sait que c'est des tirs pas super efficaces selon les stats. Et offensivement, j'avoue que j'ai pas trop d'idées de comment les Warriors vont jouer défensivement. Donc pour répondre à ça, c'est un peu compliqué. J'aimerais bien voir Tatum en mouvement, en attaque. C'est-à-dire que le voir initier des attaques, c'est bien, mais il faut pas oublier que Smart reste le meilleur passeur de l'équipe, je pense. Et voir Tatum poser des écrans, jouer en mouvement,
On l'a vu pas mal cut, tout ça contre le hit. Je pense que ça peut être super intéressant de, en fait, limite initier des attaques avec Marcus Smart et Horford qui font un pick and roll et après derrière voir les options qui sont offertes aux Celtics parce qu'ils vont clairement pas lâcher à la fois Jaylen Brown et à la fois Jason Tatum et leur laisser des tirs ouverts. Donc je pense que ça peut être assez bénéfique pour nous de faire initier les attaques par des autres personnes que Tatum ou Brown. Hugo, qu'est-ce que tu ferais à la place d'Ime? J'espère en tout cas qu'Ime a bien étudié la série contre Dallas parce qu'honnêtement, d'un point de vue tactique, j'ai trouvé ça super intéressant. Notamment, je crois que c'est sur le match. Je vais repartir du début. Sur le match 1, déjà, en fait, Dallas a pris l'option de jouer énormément de pick and roll avec Kevon Looney, enfin, d'essayer en tout cas de faire payer Kevon Looney sur pick and roll et même de créer des switches pour forcer Looney à défendre sur des extérieurs. Et en fait, Looney a prouvé qu'il était bien assez agile pour contenir les Mavs. Donc honnêtement, ça s'est plutôt soldé par un échec, cette stratégie de Jason Kidd. Donc voilà, ça déjà c'est un premier point. Ça va être assez dur d'attaquer Kevon Looney, même si je pense que Tatum et Brown sont d'un autre niveau. De vitesse, oui. Ouais, je pense que par exemple un Jaylen Brown peut vraiment le battre sur des switches. Hein. C'est limite ce que j'aimerais voir si on doit utiliser ce facteur-là. Après, sinon, sur le match 2, justement, au contraire, notamment en début de match, ce que Dallas a bien fait, c'est de mettre le ballon dans les mains de Doncic pour jouer au maximum Andrew Wiggins. Et Andrew Wiggins, on sait, est un bon défenseur, mais c'est vrai que Doncic a été capable de lui rentrer des tirs, et même, ce que j'ai bien aimé, c'est avoir un recours très très important au drive and kick. Donc je pense que c'est une des clés de la série, ça, de bien utiliser le drive and kick. On a vu que Dallas l'avait beaucoup fait. J'ai trouvé honnêtement que malgré le résultat de la série, Dallas s'était procuré beaucoup de tirs, en tout cas wide open, ou au moins ouverts. Si c'est pas wide open, c'est au moins ouvert. J'ai pas, j'aurais dû checker avant l'enregistrement, mais pour faire une petite dédicace peut-être à notamment au Basket Lab, ce très bon podcast basket. Je vous invite d'ailleurs à écouter le dernier épisode sur comment on appelle ça, les expected field goals, pardon. Donc en gros, si je peux résumer, c'est la qualité des tirs, voilà, la qualité des tirs pris, etc. Je pense que Dallas, honnêtement, sur cette série, s'est procuré énormément de bons tirs. Donc voilà, je pense que malheureusement, il y a eu un vrai problème de shotmaking. On a vu avec des joueurs comme Reggie Bullock qui passe à côté de sa série, même Dorian Finney-Smith qui est un énorme shooter cette saison sur du spot-up n'a pas été bon. Je pense aussi à Maxi Kleber, même Frank Ntilikina sur quelques tirs dans le match 2. J'ai encore quelques tirs en mémoire dans le match 2 où il est vraiment tout seul en corner, ça tombe pas dedans. Donc voilà, il y a eu un vrai problème, je pense, de shotmaking. Je pense que si nous, on se crée autant de bons tirs, on sera capable de les sanctionner. En tout cas, j'espère. Parce que c'est vrai que sur la série contre le Heat, ça n'a pas non plus été notre grande force. Et sinon, une autre clé de la série, je crois que c'est dans le match 4, enfin le match que Dallas gagne en fait. Jason Kidd a cette fois pris le pari de faire beaucoup de high pick and roll pour cibler Steph Curry. Et autant ça n'a pas fonctionné avec Kevon Looney, mais alors Steph Curry sur ce match-là en tout cas, il a mangé parce qu'honnêtement il fait une très bonne série défensive. Je pense au match 1 notamment, il sort limite un clinique, mais sur ce match-là il a payé et ça a même forcé Steve Kerr à passer en zone, ce qui est assez peu commun du côté des Warriors. Mais voilà, si ça peut être aussi un autre point, peut-être Marcus Smart qu'on a vu plutôt bon dans le drive face au Heat, même Derrick White d'ailleurs. Pourquoi pas essayer de le jouer, voir en tout cas comment ça se passe. Et si on peut les forcer à passer en zone, je pense que c'est tout bénef. Hein, donc voilà. Mais sinon, défensivement, il n'y a pas de secret. Défensivement, j'ai envie de dire que ça va être de contenir au maximum. Et comme Elias le disait, je trouve qu'il avait très bien formulé, c'est de choisir les shoots qu'on veut leur laisser. Ça va être un des points centraux.
Moi, j'avais pensé aussi, justement, le côté attaquer. En fait, l'idée, ça va être aussi peut-être de fatiguer leurs meilleurs joueurs et justement attaquer Curry, attaquer de temps en temps même Thompson, même si c'est un bon défenseur, attaquer Wiggins, leur faire. L'idée, c'est aussi de les fatiguer pour que après, ouais, offensivement, ils soient un petit peu plus empruntés. Donc déjà, rien que pour ça, je pense que ça a un intérêt. Après, moi, ce qui me surprend, vous ne l'ayez pas mentionné, c'est peut-être de partir sur un point de fixation, par exemple sur du post-up. Je pense à Rob Williams qui est capable de faire les bonnes lectures, à Horford s'il n'est pas défendu par Draymond Green. Je pense que ça peut être des pistes aussi pour justement se créer des bons shoots, passer par l'intérieur, surtout si ça switch dans tous les sens. Je pense qu'on a intérêt peut-être à le faire. On l'a pas forcément beaucoup fait contre Miami, qui était aussi une équipe assez robuste. Peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer un petit peu ce genre de tactique. Puis après, il y a toujours les impondérables du basket. C'est-à-dire verrouiller le rebond parce qu'on n'a pas été forcément très très bon contre Miami sur ça. Les balles perdues, même si dans les statistiques, on perd pas beaucoup si on regarde en global sur les playoffs, mais contre Miami, il y a eu des matchs où vraiment ça a été très 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 dur. Donc, je pense notamment à Jaylen Brown qui en a perdu un paquet, Tatum sur certains matchs aussi. Donc bon, ça c'est les impondérables du basket. Maintenant, quels sont donc les clés de la série? Tu as commencé à en parler, Hugo. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre, Elias? Euh, Bah, tu viens de le dire, je pense que les turnovers, ça va être assez important des deux côtés, parce on a deux équipes ont un peu tendance comment dire, à être satisfaits avec ce qu'ils font et des fois un peu se perdre dans leur attaque. Et si une des deux équipes permet à l'autre de prendre beaucoup de points en transition, ça va être compliqué pour l'autre de revenir parce que c'est quand même deux bonnes défenses, donc des points faciles, ça pardonne pas. Euh, Sinon, je pense que je sais pas s'il y a d'autres trucs qui me viennent en tête là maintenant. Je pense que vraiment les turnovers, ça va être assez crucial. On a perdu des matchs complètement à cause de ça contre le Heat. Donc ouais, je pense que c'est sur ça qu'il va falloir se concentrer. Et les rebonds, tu l'as dit en fait. Pour moi, c'est turnovers et rebonds. C'est un peu bête, hein, mais c'est le basket. Mais c'est ça. Hugo, est-ce que tu vois d'autres clés de la série? Toi qui avais lancé le sujet. Non, bah justement, bah, en tout cas, tu parlais des turnovers et des drives, justement, notamment de Jaylen Brown. Je pense que malgré tout, on devrait, en tout cas théoriquement toujours, on Hmm. devrait en perdre quand même assez, bon, un nombre, je pense, moins important que face au Heat, parce que il y aura pas, je pense, cette aide qui viendra. Bah, il y aura, en fait, la défense sera beaucoup moins compacte, je pense, que face au Heat. Donc, je pense qu'il y aura moins de ballons touchés, etc. Et j'espère en tout cas que Jaylen Brown arrivera en tout cas à perdre moins de ballons, parce que bon, souvent, d'accord, enfin, comment dire, souvent, lui en tout cas va se défendre en disant qu'il y a faute, mais bien souvent en fait c'est lui qui n'arrive pas à maîtriser son dribble, soit il dribble trop haut, des trucs comme ça, soit il se dribble sur la cuisse, ça c'est déjà arrivé aussi. Donc, ouais, j'espère qu'il y aura beaucoup d'attention portée par Jaylen Brown là-dessus, parce que c'est une série où lui va être très important, justement. Hmm. Là, pour driver face à Golden State, c'est limite, je pense, notre arme numéro un. Donc j'espère qu'on réglera ce problème de turnover. Et après, oui, il y a rebond offensif, on en parlait. Kevon Looney a été très bon, notamment face à Dallas là-dessus. Donc je pense comment dire, j'ose espérer qu'on a un plan en place pour au moins essayer de limiter et d'écarter au maximum du cercle. Je pense que ça sera peut-être la mission d'Alorford, ça, en défense, en tout cas, de l'écarter au maximum du cercle pour sécuriser le rebond. Mais voilà, je pense que oui, ça c'est des clés du basket et si on veut gagner la série, il faudra au maximum limiter les deuxièmes chances parce que on sait qu'ils ont une attaque de feu, c'est la meilleure attaque des playoffs d'ailleurs, il y a pas de secret. Et si on leur laisse plusieurs possessions, bah là on n'aura vraiment aucune chance. Donc voilà.
Moi, j'en rajouterais peut-être une autre par rapport au rebond, être un petit peu plus dans le détail, dans le sens où Golden State, on le sait, c'est une équipe qui shoot énormément, qui shoot plus qu'elle n'agresse le cercle. Et du coup, je veux dire, ça va pas être le travail que des intérieurs, hein, c'est-à-dire ça va être le travail vraiment de tout le monde, parce qu'il y a énormément quand il loupe, il y a énormément de rebonds longs. Donc ça va vraiment être un travail collectif. Et ça va être aussi, pour moi, une autre clé de la série, on en a parlé en filigrane, mais sans dire le mot, c'est le repli défensif. Et là, la moindre erreur d'assignation, c'est quasiment 3 points dans la bouche. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a été plutôt bon contre Miami. Il faudra continuer à l'être et même encore meilleur parce qu'il y a encore des fois où justement avec les shooters de Miami où on les a laissés, on a laissé de temps en temps un petit Duncan Robinson, un petit Tyler Hero dans le corner. Donc ça c'est le genre de choses qu'il faudra vraiment essayer de limiter. Et après l'autre facteur qui est avec Golden State, ce qui se passe souvent, enfin moi ce que j'ai vu sur leur match, j'ai pas vu tout leur match loin de là, hein. J'ai vu pas mal de bouts de match et un match en entier. C'est que c'est une équipe qui est très streaky. C'est-à-dire que c'est vraiment des phases où ils vont artiller, ils vont mettre 4-5 d'affilée, donc ils peuvent prendre potentiellement à plus 15 d'affilée. Et à ce moment-là, en fait, il faut être fort dans la tête. J'ai pas trop de doute sur la mentalité de Boston et que sur ça, ils sont capables d'encaisser. Mais si on encaisse comme ça des runs qui font mal à la tête, faut quand même être capable à un moment donné aussi de pas se donner le bâton pour se faire battre et pas de vouloir rentrer dans ce jeu-là aussi. Moi, c'est un peu la peur que j'ai à vouloir répondre à 3 points pour un 3 points. Bah, si le 3 points est pas ouvert et qu'il y a autre chose à faire, je pense que c'est bien de faire autre chose aussi, quoi. Vraiment de jouer plus sur nos forces que jouer en fonction d'eux. Pour moi, la clé de la série, elle est peut-être là aussi, à savoir être capable d'imposer son jeu. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre ou si vous voyez ce que je veux dire, les gars. Ouais, c'est assez clair et puis je suis assez d'accord avec ça. Je pense aussi il va falloir réussir à essayer de, comme tu dis, limiter un peu les choses qui sont pas super, qu'on voit Smart qui prend des tirs un peu bizarres avec 16 secondes sur la shot clock, des trucs comme ça. Je pense qu'il va falloir jouer très rapidement. On l'a vu au début du match 7 contre le Heat, le premier quart-temps, on leur met, je crois, plus 15, plus 16, je sais plus exactement. On joue super vite, on joue super rapidement, on rentre très rapidement dans nos sets offensifs, on court avec le ballon dès qu'on l'a. Et je pense qu'il va falloir, même si je sais que finale NBA, ils ont tous joué beaucoup de minutes, ils sont forcément fatigués dans les jambes. Je pense que ça va être important de maximiser les possessions, ne pas arriver avec 17 secondes pour créer une attaque, mais plutôt avec 19 ou 20. Je pense que ça va être important parce qu'on va souvent avoir besoin d'utiliser la deuxième ou troisième ou quatrième option de tir qu'on va nous donner. Et donc ça va dans les deux sens. C'est pas que en défense limiter les turnovers et tout ça, c'est aussi en attaque maximiser le nombre de possessions qu'on peut avoir en jouant vite. Même on l'a vu, hein, les Bucks nous le mettaient quand même pas mal dans les matchs. Même sur des tirs marqués, je veux dire, ils arrivaient quand même à nous mettre des points en possession, en transition. Si on arrive à les faire jouer sans leur défense posée ou parfaitement posée, je pense que ça peut être très très important et on a les armes pour attaquer les mismatchs ou les trucs comme ça en transition. Donc jouer vite, mais bien. Et à contrario, moi, quelquefois, je trouve aussi qu'on jouait trop vite. C'est-à-dire que je trouve que quelquefois, on respectait pas assez les b.a.-ba du basket, à savoir que les tirs entre 14 et 10 secondes, enfin, surtout dans des matchs où le rythme s'est ralenti. Moi, à titre personnel, en tant qu'ancien coach, je suis pas fan de ces tirs-là. Parce que en fait, tu les fais pas vraiment défendre. Quelquefois, je trouve qu'on a manqué aussi de patience à pas faire assez travailler, pas assez travailler, notamment les joueurs au poste bas. Je trouve on les a trop peu servis, alors que sont tous capables de ressortir la balle. C'est pas des gens qui vont croquer. Donc rien que pour créer du mouvement et créer de la certitude, je trouve qu'on a été parfois, on a eu tendance à être très périphérique en fait. Dans notre circulation de balles, et ça j'aimerais qu'on assiste peut-être un peu plus sur le secteur intérieur, alors sans pour autant les faire tirer à chaque fois, c'est pas forcément le but, mais au moins de créer un autre point de fixation. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi.
pour justement déstabiliser encore plus cette défense de Golden State. Messieurs, est-ce qu'on a fait le tour là sur les clés de la série ou pas, Hugo? Je pense qu'on en a évoqué plutôt pas, on en a donné beaucoup, donc Je crois aussi. Hein. je pense que oui, sur les clés de la série, on est plutôt pas mal. Juste si je peux donner un dernier point, je voulais l'évoquer. Ça concerne pas directement le terrain, mais je suis obligé d'en parler. Malgré tout, je pense que si Golden State venait à perdre cette finale, ce serait quand même un sacré échec parce que, pas pour eux, parce que en termes de construction d'effectifs, etc., ils sont à un point mais bien plus avancé que nous. Je vous conseille d'ailleurs de suivre, si vous ne le faites pas encore, Antoine Tartrou de l'Écho des Parquets sur Twitter, qui a fait une série de tweets assez intéressante là-dessus, notamment sur la taxe, les taxes que vont payer Golden State cette année. C'est l'équipe qui va payer le plus de taxes, hein, tout simplement. Donc ils sont à un point d'effectif où ils peuvent se permettre de payer Andrew Higgins plus de 30 millions pour une 4e option. Donc, ils ont un contrat max dans la taxe, en gros. C'est ça. Ce qui est assez, qui fait beaucoup d'argent. C'est ça. Donc voilà. Donc des joueurs comme Andrew Higgins qui sont payés qui sont payés des fortunes pour être 4e option, tout ça. Nous, c'est sûr qu'on se le permettrait pas, mais c'est pas du tout une critique. Au contraire, c'est même plutôt bien que les propriétaires soient pas frileux face à la taxe, même si on va pas revenir le débat sur les marchés, tout ça. Ça serait bien trop long. Mais voilà, juste pour dire que, en tout cas, si on raisonne uniquement en termes d'effectifs, ça serait pas une honte de perdre cette série, loin de là, parce que justement, Golden State est sur le papier bien mieux armé que nous. Donc voilà, c'est juste pour entrer, pour dire cette pensée-là, mais voilà, ça s'éloigne un peu du terrain, ça nous intéresse pas. Non, mais tu anticipes un petit peu mon propos d'après. Du coup, pour toi, on est d'accord que Golden State est favori. Pour moi, oui, il n'y a aucun. Même si vous allez voir quand je donnerai mon prono, je pense être un peu dur, etc. Mais je pense que Golden State est favori, ça, il y a pas de souci. Déjà, à l'expérience, on le voit, ils ont 123 matchs, je crois, de playoff cumulés. De finale, pardon, match de finale. Ouais. Nous, on en a 0, donc rien que sur l'expérience, il n'y a pas photo. Et je pense aussi que, mine de rien, ils sont quand même plus près que nous. Ils sont plus armés que nous pour gagner un titre. J'espère me tromper en disant ça, mais je pense que c'est le cas. Ouais, je suis complètement d'accord là-dessus. Je pense que, complètement. Je suis d'accord. Je pense que s'il y a un favori à dire, c'est clairement les Warriors. Déjà, ils ont l'expérience. Je pense qu'ils sont plus dans leur prime que nos joueurs. C'est-à-dire, Curry, peut-être qu'il s'en sort un peu, mais en gros, leurs joueurs, ils sont un peu à leur pic. À part Poole qui devient bon, mais leurs joueurs principaux sont à leur pic. Je pense qu'ils ont l'expérience à la fois des joueurs, à la fois du coaching. Il ne faut pas oublier l'impact que ça. Hein. Steve Kerr, c'est quoi? C'est la 6e finale qu'ils font? Oui, ça doit être ça. Ouais, 6e. Donc, ouais, c'est quand même, voilà, c'est une sacrée expérience. Après, je pense que c'est pas non plus un clair favori. Je pense que, par exemple, si on doit faire des comparaisons, je nous voyais plus favoris contre le Heat que je vois les Warriors favoris contre nous actuellement. Si on doit faire des comparaisons un peu fallacieuses. Mais ouais, favori, je dirais les Warriors. Et puis en plus, même si les Celtics ont montré qu'ils savaient gagner à l'extérieur, l'avantage du terrain en finale NBA, je pense que ça peut jouer, quoi. Ouais, tout à fait. Surtout que les Warriors sont invaincus sur leur terrain, je crois, depuis le début des playoffs. Je crois qu'ils sont sur un 9-0, quelque chose comme ça. Ceci dit, on est la meilleure équipe à l'extérieur sur les playoffs aussi, donc. Après, on perd beaucoup de matchs à domicile, donc ça, c'est pas non plus. Aussi. Elias, garde la main, du coup, ton prono. Le prono, malheureusement, je crois que je vais devoir dire Warriors en 7. Hein. Warriors en 7 je vais pas rentrer dans les détails du nombre de matchs gagnés parce que chaque fois que je fais ça, c'est une catastrophe. Enfin, du domicile extérieur, je veux dire. Mais ouais, je pense que Warriors en 7, ils ont plus d'arguments, on va dire, pour gagner une finale NBA. Après, je serais pas complètement étonné qu'on la gagne, mais le pronostic, c'est Warriors en 7. Hugo? Alors, je vais pas vous cacher que j'ai longtemps hésité. J'étais à deux doigts de dire Warriors en 5, mais je vais quand même avoir foi
aux Celtics, je vais dire Warriors en 6. Mais je serais pas étonné que ça se finisse en 5, honnêtement. Et si en plus je peux provoquer un petit karma positif, tant mieux. Donc voilà. Un petit karma positif. Ouais, j'étais parti sur ça aussi, Warriors en 6, pour la simple et bonne raison que quand on regarde la fin du match contre le Heat, on voit des joueurs qui sont quand même vraiment entamés physiquement. Voilà. Alors c'est tout à leur honneur, ils ont arraché le truc et tout, c'est truc de dingue. Mais je sais pas si on récupère de ça en 4 jours en fait. Et moi et sur la longueur de banc, on en a pas très peu parlé, mais la longueur de banc en face, c'est quand même assez monstrueux. Et enfin, de toute façon, comme tu l'as dit, hein, ils payent une 4e option au contrat max, donc à partir de là, on comprend un peu quoi. Mais effectivement, l'obstacle me paraît très très dur. Après, j'espère quand même de belles victoires, histoire d'eux. Et en tout cas, très soulagé de rejoindre enfin les finales NBA, qu'il n'y ait pas une espèce de plafond de verre sur Tatum et Brown, et qu'ils aient enfin franchi ce karma-là. Et de toute façon, on se reverra, quoi qu'il arrive. Enfin, on se reverra. On refera un pod pour la review forcément de cette série face à Golden State. Et puis après, on discutera aussi de l'intersaison, de la draft, même si on a qu'un deuxième tour de draft. Il y aura plein de choses à venir, donc vous restez connectés. Les gars, merci beaucoup, c'était impeccable. Et je rappelle à propos de review qu'il y a la review sur le Heat qui est sortie il y a 2 jours, donc si vous ne l'avez pas écouté, allez-y, c'est 1 heure de bonheur. Les gars, à bientôt, merci beaucoup. Merci, à plus. Merci à toi. Et puis, nous, on se dit à très bientôt et go Celtics. Bye bye. Who's going to win it? The Celtics. Because there's no other reason why. The Celtics are the balls.